Allô, allô? Oui, ça marche. Bon. Je m'appelle Harvik Orvenzi, administrateur adjoint. Et si je vous parle, c'est pour vous mettre en garde, vous qui recevez ce message. Le crépuscule est proche. Pour moi, ce sera le dernier. Le soleil s'est couché derrière les falaises à l'ouest après avoir coloré la terre d'une teinte sanglante et la pénombre s'étend vers moi inexorablement. Les étoiles s'allument une à une, mais la seule qui m'importe brille jour et nuit. Elle m'accompagne sans cesse, et à part le soleil, rien ne brille aussi fort qu'elle dans le ciel. C'est l'étoile de la peste. Aujourd'hui, j'ai enterré Janil. De mes mains nues, je lui ai creusé un trou dans le sol rocailleux. J'ai creusé à m'en mettre les bras en feu. Ma besogne terminée, après avoir jeté ma dernière misérable pelletée de terre étrangère sur sa tête, après avoir posé la dernière pierre sur son cairn, je me suis relevé et j'ai craché sur sa tombe. Tout est de sa faute. Je ne me suis pas privé de le lui répéter pendant son agonie, et sentant venir sa fin, elle l'a tout de même reconnu. Car c'est bien sa faute si on est venu ici, sa faute si on n'est pas reparti, quand il en était encore temps, sa faute si elle est morte, oui, aucun doute là-dessus, et sa faute si je vais pourrir à l'air libre à mon tour, si ma chair restera en pâture pour les bêtes nocturnes, les volants et les chasseurs de nuit, avec qui on avait l'espoir de faire du commerce. L'étoile de la peste scintille, mais à peine. Elle illumine le paysage de sa clarté nue. Ça ne va pas, avais-je dit une fois à Janil, une étoile de la peste, ça devrait être rouge. Ça devrait être comme une braise, enveloppée dans un lot écarlate qui distillerait dans la nuit un venin de feu et de sang. Cette pureté blanche limpide, qu'a-t-elle de commun avec la peste? C'était au tout début, alors que notre vaisseau de transport venait de nous débarquer. Il nous avait déposés, puis avait poursuivi son voyage. À cette époque, l'étoile de la peste n'était qu'une des 50 étoiles de première magnitude de ces cieux étrangers. On la distinguait à peine des autres. À l'époque, elle nous faisait sourire, tout comme les superstitions de ces primitifs, ces brutes arriérés, convaincus que la maladie venait du ciel. Mais bientôt, l'étoile de la peste a commencé à croître. Nuit après nuit, son éclat s'est intensifié, au point qu'on la voyait même le jour. Bien avant d'en être là, la maladie avait commencé ses ravages. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, et vous l'aurez entendu, ce n'est pas sur le mur cette fois-ci, mais ailleurs. En effet, la garde de nuit quitte ses quartiers de Château-Noir et pose ses valises sur les plages de Fort-Levant. Certains d'entre nous auraient préféré déménager à Dorne le temps d'un été, mais faut bien avouer que les plages y sont bondées et qu'on a toujours une bestiole mortelle cachée sous sa serviette. Ici, l'eau est turquoise, on est loin des foules, et on n'est pas en train de crever de chaud. N'est-ce pas, Chao? Bonjour Chris, oui, c'est vrai. Alors ça fait beaucoup moins de chemin pour y aller par rapport à si on allait à Dorne, mais il faut avouer que si j'avais le choix et s'il n'y avait pas eu ce problème de papillon, j'aurais bien été passer mes vacances à Narf. Ah, bah oui, un choix que certains ont fait à la fin de la saison 8. Oui. On ne reviendra pas dessus. On va rester sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire principalement les chaussettes et les tongs, puisque je pense que notre copain George R.R. Martin doit être adepte de ce type de choses. Voilà. Cet été, on va s'intéresser à ce qu'on emporte sur la plage comme bouquin qu'il a écrit, mais pas les bouquins classiques, c'est-à-dire pas le Trône de Fer, mais tout son à côté, en tout cas une petite partie, peut-être qu'on reviendra dessus l'été prochain. Dans la sélection de cette année, il y aura Elle qui chevauche les tempêtes, Windhaven en anglais. Une chanson pour Lia, qui est la même chose en anglais, alors je ne vais pas me hasarder à utiliser mon accent. Rêve de Fèvre, donc qui s'appelle Fever Dream en anglais, mais qui a été traduit par River Dream à un moment. L'agonie de la lumière, c'est pareil en anglais. Il y aura un petit bout de l'énorme pavé qui s'appelle la GRR rétrospective. Merci pour le nom, les éditions ActuSF. Armageddon Rag, un de ses premiers romans, La Fleur de Verre, et aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le choix de Chao, que vous avez entendu tout au long de l'année dans son émission La Gardez-vous. Donc le choix de Chao aujourd'hui c'est Les Voyages d'Aviland Tuff. Hasard des choix des 8 invités, George R.R. Martin a écrit toutes les œuvres qu'on va traiter en moins de 10 ans, puisque ça s'inscrit entre 1977 pour L'Agonie de la Lumière et 1986 pour La Fleur de Verre, et justement le bouquin dont on va parler aujourd'hui, celui d'Aviland Tuff. Pour rappel, ça fait à peu près 10 ou 20 ans avant la publication du premier tome du Trône de Fer, qui lui a lieu en 1996.
Voilà globalement pour les présentations. Et ces podcasts ont vocation à être courts, donc on va pas dépasser le quart d'heure généralement, à part peut-être pour un épisode exceptionnel, puisqu'on aura l'occasion de discuter avec Jérôme Vincent, qui est l'éditeur des livres de Martine aux éditions ActuSF. Donc on va en profiter tant qu'on l'a sous la main pour parler un petit peu de son travail d'éditeur à ce niveau-là. Et peut-être qu'on arrivera à retenir William Blanc et qu'on arrivera à tenir les 15 minutes, sa réponse à la fin de l'été. Ça va être compliqué. Chaouf, de quoi ça parle Aviland Tuff. Et ben, de quoi ça parle? Simplement, en fait, c'est un recueil de 7 nouvelles de science-fiction qui ont tous le même personnage, Avalon Tuff. Alors, ça se marque bien dans la période que tu as dit de 10 ans, qui a entre 77 et 86, parce qu'en fait, la première nouvelle était en 76 et la dernière en 85. Donc, Avalon Tuff, en fait, c'est un personnage qu'on va suivre, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, du début à la fin, et c'est un simple marchand qui devient propriétaire d'une relique des siècles passés, en fait, un vaisseau à germes, une sorte d'énorme usine génétique spatiale qui est capable de produire n'importe quel organisme vivant, que ce soit le plus microscopique ou plus titanesque. Et après un premier chapitre, alors je vais pas trop spoiler parce que je vais quand même vous laisser découvrir l'œuvre en général, mais après un premier chapitre où on a pu le voir acquérir le vaisseau de façon très rocambolesque, on peut le voir dans les 6 chapitres suivants, avoir des aventures et pouvoir suivre ses réflexions pour résoudre des problèmes écologiques. Mais selon le monde où il va, il essaye de pouvoir résoudre des problèmes à sa façon. Donc ça s'inscrit dans tout le travail de SF de Martine, donc un travail qu'on connaît pas forcément très bien quand on a lu que Le Trône de Fer, mais qui est assez titanesque. Il y a Aviland Tuff, mais vous allez voir, il y a plein d'autres choses, c'est ce dont on va parler cet été principalement. Il y a d'autres petits trucs de fantasy, mais globalement c'est de la SF. Hein. Oui, totalement. Puis ouais, il fait partie de l'univers des Mille Mondes, qui est une sorte d'univers qu'a créé Martine, où il intègre de nombreuses nouvelles ou romans qu'il a pu faire dans son côté SF en fait. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre, toi, Chao? Qu'est-ce qui t'a parlé finalement dans cet ouvrage de Martine? Et ben en dehors du Trône de Fer, j'ai lu les 2 premiers recueils de nouvelles que j'ai pu lire, étaient des recueils de nouvelles qui étaient Le Roi des Sables et Avalon Tuff. Et je dois avouer que j'étais assez fan de son univers des Mille Mondes, parce que le côté SF de Martine est quand même assez original. Alors je sais pas si c'est lui qui a été le premier à créer le concept de récit d'une post-chute de la civilisation humaine après son expansion de colonies dans l'espace. Alors je pense pas que c'est lui qui a créé, mais je trouvais que c'était assez intéressant son parti pris de pas raconter ce qui s'est passé, comment ça a été colonisé, mais qu'est-ce qui s'est passé après, les différentes planètes qui se sont isolées les unes des autres. Et donc, Avalon Tuff a vraiment le côté je vais de monde en monde, je visite de monde en monde et je découvre de monde en monde des choses différentes, des problèmes à régler, évidemment, parce que c'est son business. L'œuvre parle beaucoup de manipulation génétique et biologique, et en fait, ça me fait penser à mes études, donc c'est ça qui est un peu marrant en fait. Alors, pas à son niveau, heureusement, rassurez-vous, cher lecteur. Mais sachez qu'il y a au moins une partie de ce qu'il fait qui est nettement possible. Ouais, c'est marrant parce que les thématiques traitées telles que tu l'annonces font penser à une autrice qui est éminemment connue en SF et qui du coup est une des très grosses influences de Martine. On peut penser à Ursula Le Guin ou Le Guin, je ne sais jamais comment il faut le dire parce que tout le monde le prononce différemment en français. Les deux sont valables. Non, c'est. Après, d'elle, j'ai pu lire La main gauche de la nuit, je crois. J'ai pas pu lire le reste, mais ouais, c'est vrai que oui, ça peut. J'ai pas pensé, mais ça peut être l'une des influences. Et ouais, non, même dans le personnage principal, Avalon Tuff, il y a un petit côté personnage héros de La main gauche de la nuit. Ouais. Oui, et puis dans les thématiques, en fait, Martine s'inscrit souvent dans des thématiques sociales, politiques. C'est pas juste de la SF piou-piou, on va dire. Totalement. On est toujours dans des réflexions sur
sur la société, enfin celle dans laquelle s'inscrit l'œuvre forcément. Et, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Après, j'ai pas lu Aviland Tuff, hein. Moi, de toute la sélection qui a été sortie pour cette année, je n'en ai lu qu'un et ce sera le sujet de la semaine prochaine. Mais mais voilà. Du coup, est-ce que tu vois des ponts, toi, avec le Trône de Fer, pour les gens qui sont très j'ai envie de dire ça, mais en même temps, j'aimerais qu'il y ait un lien quand même, en dehors du fait que c'est le même nom sur la couverture. D'abord, il y a quand même les évidences quand même. Il y a le terme champignon, parce que champignon, c'est un personnage qu'on retrouve dans le Trône de Fer. Alors plutôt dans ce qu'on a pu lire, mais qui n'est pas encore dans la série, le personnage champignon. Qui ne sera peut-être pas, hein, d'ailleurs. Qui ne sera pas, c'est possible qu'il ne soit pas. Mais par contre, moi, dans Aviland Tuff, il est très très présent. Je ne me souviens pas dans d'autres œuvres qu'il soit aussi présent, parce que champignon, c'est un chat, enfin le nom d'un chat, parce que Aviland Tuff aime beaucoup les chats. C'est également, il mange beaucoup de champignons, il y a beaucoup de plats, l'œuvre montre beaucoup de plats à base de champignons. Il y a aussi le côté écologique, parce que le champignon fait partie des différentes solutions qu'il apporte au monde à ça. Mais voilà, le champignon est vraiment très présent. Je pense que c'est même l'un des mots qui, avec le terme écologique ou le terme bigre, parce qu'il répète beaucoup bigre en cas dans sa traduction française, je pense que le champignon est très 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 présent. Et voilà, le champignon qui est présent en tant que... Et au niveau des ponts qu'on peut avoir, en fait, le héros lui-même, avec son côté très flegmatique et son intelligence froide et cynique, a un côté Tyrion. Bon, si on a un côté Tyrion, il y a aussi un côté Tywin, parce que c'est presque l'un et l'autre de ce côté sont très très proches. Voilà, donc ouais, un Tyrion qui peut provenir du personnage d'Aviland Tuff. On peut, tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, les motifs de conséquences des décisions des puissants sur les peuples, et donc le côté sociable, mais également le côté religieux, parce qu'il y a au moins deux des nouvelles qui traitent de religion, ou qui ont au moins un lien avec la religion. Et c'est quand même très présent dans le Trône de Fer, et c'est très présent dans Aviland Tuff. Mais bon, c'est présent aussi dans nombreuses autres de ses œuvres. C'est pas les seuls qui ont le côté sociable, le côté le petit peuple, il prend cher à cause des puissants. Ouais, après c'est marrant, ton personnage de Aviland Tuff, tel que tu le décris, ça me fait penser à un autre personnage de Martin, mais je pense que c'est quelque chose que lui il aime bien, qui est le docteur Tachyon dans Wild Cards pour le coup. Alors moi je n'ai lu que le premier volume de Wild Cards, et en l'occurrence les bornes chronologiques qu'on vous a données, c'est-à-dire 1977-1986, la fin correspond au début du projet Wild Cards, qui va occuper Martin pendant la dizaine d'années suivantes, avant d'arriver justement au Trône de Fer. Ouais, dans le professeur Tachyon, c'est bien l'extraterrestre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le personnage de Martin. Hein. C'est vrai qu'il a un côté pareil, froid, enfin, pas froid, cynique, ouais, c'est vrai, il y a ce côté-là. Enfin, c'est le fait que tu le rapproches de Tyrion qui m'a fait penser à ça, parce que du coup, pour le coup, on a des ponts entre Tachyon et Tyrion, donc du coup, si on en a entre ces deux-là et qu'il y en a avec Aviland, du coup, on a une continuité, on va dire, dans les personnages qui l'intéressent. Et je crois me souvenir que Tachyon, quand on s'intéresse à Wildcard, c'est son avatar de jeu de rôle, en fait. C'est le personnage qui joue en jeu de rôle. Ouais, puis même Tachyon, avec le côté j'arrive avec un virus sur une planète et je modifie toute l'écologie, le côté humain, ou même le paradigme de la planète, oui, en fait, Aviland Tuff et Tachyon sont très très proches, tu as raison. J'ai pas fait le lien, mais ouais, c'est vrai que c'est... Après, profitez-en, c'est le seul lien que je peux faire, je pense, sur tous les bouquins dont on va parler. Très bien. Après, au niveau personnage, il y a une façon très prosaïque, enfin un personnage plutôt même créature, il y a une façon très prosaïque. Il y a les créatures, les croque-fers qui sont présentes dans Aviland Tuff et qui sont des gros loups, et les varans-lions qui sont en fait très proches de ce qu'on entend comme description des lézards-lions en fait. D'ailleurs, les dans le NEC pour le coup. Ouais, c'est ça, dans le NEC. Le blason de la famille Reed. Voilà. Puis si on charge bien, il y a les oiseaux qui ressemblent à des aigles d'une certaine famille, il y a des poulets, enfin il y a un peu tous les blasons peuvent être représentés à peu près dans ce cas que dans ses réserves génétiques à Aviland Tuff. Mais ouais, il y a quand même de nombreux liens, ouais. Okay. Après, j'invite les lecteurs à le lire et à en trouver d'autres. Il y en aura sûrement encore d'autres.
Eh ben, on va les laisser là-dessus, les lecteurs, puisque le but était de pas faire trop, mais de présenter des œuvres que les gens connaissent moins. Dernière petite chose, tu as 2 minutes, tu veux conseiller un truc à regarder, écouter, lire à ce bon vieux Greux Martine pour l'été. Qu'est-ce que tu choisis? Ben, j'aurais bien voulu faire une review de Zelda Tears of the Kingdom, mais malheureusement, bah, il n'est pas encore sorti à la date de l'enregistrement. Mais bon, je doute pas qu'il va être aussi bien que le précédent. Non, je vais recommander un manga. Je vais recommander Magus of the Library. En fait, c'est l'histoire de Shio, un jeune homme qui est dans un monde de fantasy, qui est à mi-chemin entre les contes de Mille et une nuits et les chroniques de Lodos. Et ce qu'il souhaite faire dans la vie, c'est devenir bibliothécaire. Alors, bibliothécaire dans cet univers, c'est bien différent d'une autre en fait. Parce que c'est un monde où les livres sont presque plus que sacrés et il y a même une petite composante magique dans l'utilisation et la conservation des livres. En fait, c'est un manga qui est actuellement en 7 tomes en France et au Japon, parce que le délai de publication est assez long, même chez eux. Et le scénario est quand même très bien parce que il y a des sujets très actuels dedans. Alors il y a des sujets comme la lutte des classes, la xénophobie, même la recherche de connaissances et de vérité, chose qui actuellement est très questionnée dans notre monde actuel. Et sincèrement, avec un postulat de départ sur un jeune homme qui veut devenir bibliothécaire, on s'embarque dans une aventure quand même très 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 passionnante. Puis le dessin est vraiment magnifique, hein. Si vous écrivez Magus of Library, vous verrez les différents dessins. Et vous verrez que c'est quand même d'un niveau qui est exceptionnel en fait. Bon, je pense que c'est dû à ces délais de publication très très lents. On doit être à peu près un tome tous les 6 mois, voire un tome tous les ans. Mais on est 6 mois, ça 6 mois. Et on est vraiment sur une œuvre qui est quand même très intéressante et qui je pense, pour le côté full lecture de nos auditeurs, auditrices, on devrait réellement plaire. Eh ben merci Chao pour cette recommandation estivale, donc à joindre à Aviland Tuff et ses petites nouvelles. Il faut aller picorer Magus of the Library en même temps quoi. Oui, totalement. Et justement, si vous souhaitez repartir avec un petit Aviland Tuff dans vos bagages, vous pouvez utiliser le petit formulaire en description puisqu'il y a un concours qui permet de remporter un exemplaire. On remercie chaleureusement les éditions ActuSF qui nous permettent de mettre la main sur ce précieux ouvrage. Et pour cela, pensez bien à inscrire le petit mot secret. Et le petit mot secret, je laisse Chao le définir. Tiens, si, il y a un terme qui est très présent dans l'œuvre et qui est très présent également dans le nôtre, écologie. Eh bien merci Chao. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour de mon petit croche perso et peut-être le seul aussi que j'ai lu de la sélection, donc ça joue, à savoir Windhaven ou Elle qui chevauche les tempêtes en français. Cette fois-ci on sera avec John et d'ici là, si vous avez lu Aviland Tuff, dites-nous ce que vous en pensez ou alors foncez le lire et bonne lecture à l'ombre du mur. Prenez soin de vous, ciao ciao. Merci Chris et au revoir et bonne lecture à tout le monde.